Madame, mademoiselle, monsieur, excusez-moi, ça fait un peu président de la République, mais c'est pas grave, je garde cette intro pourrie. Voilà, n'ayez pas peur, c'est une vidéo qui est un peu longue, c'est 30-35 minutes. C'est un guide, en fait. Si vous êtes dans la même situation que moi, dans 10-15 ans, c'est la retraite, la pension et que vous voulez améliorer votre situation financière pour cette échéance. Un des leviers possibles est la bourse. Mais vous avez peur, vous n'y connaissez rien. Eh bien, regardez ma vidéo. Je vous montre comme j'ai fait. Je suis parti de zéro. J'ai ouvert mon portefeuille il y a à peu près un mois. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir ce que j'ai choisi, les erreurs que j'ai faites, le montant de mon portefeuille. Et ça peut peut-être vous donner des idées ou du moins annuler cette appréhension de la bourse et commencer à vous renseigner là-dessus. Allez, c'est parti. Alors avant d'investir, j'ai fait un peu comme tout le monde, bon au début je suis allé, chez mon banquier pardon, s'il vous plaît. J'ai regardé les produits proposés et je vois des produits qui offrent un rendement entre 2 et 4 net, net. C'est-à-dire, après, les frais de la banque qui elle est, elle est toujours gagnante et après, les impôts, les taxes et l'État est aussi toujours gagnant. Mais avant l'inflation. Et voilà, j'ai mis pour la Belgique actuellement c'est 2 et pour la France c'est un petit peu moins de 1. Donc la banque gagne, l'État gagne et moi comme d'hab, bon, si ça fait 2, je vais pas dire que je perds, hein, mais je gagne pas, quoi. Par contre, pour être honnête, pas mal de ces produits offrent un avantage, fiscal. Voilà, ça c'est vrai. Mais 2-4 et l'inflation, c'est vraiment pas grand-chose. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc je suis allé voir qu'est-ce qu'il y avait derrière ces produits? C'est quoi en fait? C'est quoi en fait un fonds de pension? C'est quoi, plan d'épargne retraite? C'est quoi une assurance vie? La branche 21, branche 23, bon, c'est France-Belgique et puis, à ma grande surprise, je me rends compte qu'en fait, ce sont des produits qui sont liés à la bourse. Même il y avait des fonds de pension belges, c'était des ETF quoi. Enfin, je vous expliquerai après, mais des ETF. J'en croyais pas mes yeux. Des ETF, des actions ou des obligations. Bon, ben alors, je me suis dit: «Mais si c'est comme ça, est-ce que je pourrais pas le faire moi-même?» et pouvoir viser, un rendement de 7. Vous voyez, là, j'ai mis liberté, c'est pour des libertés financières, bon, c'est un peu exagéré, mais c'est pour avoir, quelque chose en plus pour la retraite, quoi et donc en faisant moi-même, je me suis dit: «Bon, je peux peut-être y arriver, au moins j'ai 100 du contrôle, je peux aussi essayer d'avoir les frais minimum et 7 sur le long terme, c'est pas exagéré, c'est réalisable». Et je me suis dit: «Allez go, allons en bourse». Mais avant ça, il faut une stratégie. Nous allons voir ça de suite. Donc avant de définir une stratégie, j'ai voulu comprendre ce qu'on peut acheter en bourse. Alors il y a plusieurs produits, j'avoue j'ai pas tout compris. Il y a des produits qui sont vraiment, je pense, destinés à des professionnels, à ceux qui font du trading, du scalping là, des choses comme ça. Moi pour, ma part, pour, petit investisseur démarrant du zéro. Je suis allé vers des choses, voilà, que tout le monde connaît, plus simples et j'ai classé ces produits en 2 grandes familles. Les produits plutôt défensifs et les produits plutôt offensifs. Dans les produits, défensifs, j'ai classé les obligations. Une obligation, c'est un peu comme, prêter de l'argent, à un État, une entreprise. Tu deviens une sorte de banquier et l'or, par exemple, c'est une valeur refuge depuis, j'allais dire, la nuit des temps. Donc ces produits défensifs sont plutôt, stables, ça rapporte peu, ça peut, amortir les crises, quand, c'est le feu au niveau de l'économie, mondiale par exemple quoi, en théorie, bien sûr. Après vous avez les produits offensifs, donc les actions. Une action c'est, tu as une part d'une entreprise et si l'entreprise réussit, tu vas avoir peut-être des dividendes, tu vas avoir, une hausse du cours de l'action. Mais petite parenthèse sur les dividendes. Attention aux dividendes. Les dividendes, c'est une part de l'action qui est détachée. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, il y a une action, elle vaut 60 €, son dividende, c'est 6 €, elle est versée le 20 juillet, nous sommes le 20 juillet, 60 € l'action, elle vous donne les 6 €, mais du coup, le cours de l'action, c'est 54 €.
Ne pensez pas que c'est un bonus, quoi. Si vous voulez, c'est comme une avance sur salaire, en quelque sorte. Voilà, donc ça peut être un outil, je vais pas dire que c'est une stratégie dividende, mais ça peut être un outil à voir, voilà, suivant ce que vous voulez faire, quel âge et cetera, quoi. Moi, je suis pas trop fan pour les sociétés, aux dividendes parce qu'en général, il y a peu de croissance, quoi. Donc vous avez, les actions. Alors pourquoi c'est offensif? Bah, évidemment, bah, il y a plus de risques, mais à la clé, il y a plus de potentiel, il y a plus de gains possibles. Le produit qui est intéressant, c'est l'ETF, c'est un panier d'actions. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que tu investis dans tout un marché à une fois. Donc, tu vas suivre un indice, par exemple le BEL 20 pour la Belgique, le CAC 40 pour la France. Les États-Unis, il y en a plusieurs, mais par exemple tu as le Nasdaq, le SP 500. Tu vas suivre le SP 500, les 500 plus grandes entreprises américaines, les 500 plus grandes capitalisations. Tu vas retrouver ton, Microsoft, Google, Nvidia et cetera. Et donc, c'est intéressant parce que tu n'as pas besoin de suivre une par une chaque action. Tu vas pas suivre les 500 actions, du panier. Tu vas mettre dans le panier et c'est passif, en fait. Voilà, tu vas investir, tu vas laisser faire le temps et voilà, alimenter, ton investissement. L'action, il faut quand même être un peu plus actif. Il y a des moments, il faut suivre, il y a des moments, il faut arbitrer, il faut faire des choix, je vends pas, je renforce, ça baisse, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un peu plus actif. Sans exagérer, c'est pas non plus, faut pas faire du trading à la minute là, je sais plus comment ils appellent ça, du scalping, je crois, et être tout le temps sur une application, quoi. Voilà. Le C'est plus actif, l'ETF, c'est, passif. Beaucoup d'investisseurs, en fait, mixent, les 2 familles, vous voyez, pour amortir, quand c'est la crise. Voilà, moi, j'ai, 10 à 15 ans pour construire mon portefeuille. Voilà, j'ai pas trop le temps de dire: «Voilà, je prends, 25 or, 25 obligations», non. Moi, c'est du 100 action. C'est 100 offensif. Maintenant, j'aurais été plus jeune, oui, peut-être j'aurais fait quelque chose comme ça, quoi. Ou, voilà. C'est pas en tout cas là, c'est du 100 offensif. Il me faut du rendement, j'ai pas trop de temps et voilà, si je me ramasse une gamelle et beh, tant pis pour moi. C'est pour ça que vous devez investir l'argent dont vous n'avez pas besoin. Bon là, je sens je sens qu'il y a un petit blond, parce qu'en fait, on a toujours besoin d'argent et on n'en a jamais assez. Mais vous me comprenez, quoi. Et les priorités, c'est vous avez votre budget, bah, vous allez payer votre, loyer, votre prix de la maison, remplir votre frigo. Vous allez p aussi, peut-être avoir un petit, revenu d'épargne, peut-être 2 3 mois, de sécurité si la machine à laver casse, un problème avec la voiture. Et puis aussi vous avez, vos loisirs, quoi. Faut pas vivre, comme un moine, c'est pas le but. De se priver de tout pour pouvoir mettre, voilà, un petit peu dans un ETF. Voilà, après c'est si vous voulez, c'est possible, enfin moi c'est pas mon choix, quoi. Et à la fin, une fois que le budget, de vie est bouclé, beh, s'il me reste quelque chose, et bien à la place de laisser dans un compte épargne où ça rapporte rien du tout, ben je préfère, l'investir. Voilà, c'est ma stratégie. OK, maintenant on a vu cette première étape, nous allons voir, l'étape 2 pour établir une stratégie. Alors une fois le produit choisi, donc action et ou ETF, je me suis demandé maintenant, je les place où? Je les prends où géographiquement? Donc si je prends la première carte à droite, vous voyez que les États-Unis, ça ne représente que 25 de l'économie mondiale, 25 du PIB mondial. En comparaison, si vous prenez la zone des pays émergents de l'Asie, où vous aurez la Chine, l'Inde et d'autres pays, c'est 40 40. Mais dans cette zone-là, il n'y a pas tellement d'entreprises qui sont cotées en bourse. C'est pour ça que si vous regardez le marché financier mondial, la deuxième carte, vous voyez que les États-Unis, c'est le leader, quoi. C'est 60.
60% des marchés boursiers accessibles. Un peu difficile de s'en passer. Après, c'est une stratégie, à vous de choisir. Donc moi, je vais être exposé sur 2 marchés. Les États-Unis, bah, ça concentre les entreprises les plus puissantes, les plus innovantes, les plus rentables. Bon, on les connaît tous, hein, on les utilise tous les jours, Google, du Amazon, du Microsoft. Nvidia, par exemple, et aussi l'Europe. Même si l'Europe est un peu moins dynamique, ça reste un marché quand même assez stable, avec des leaders mondiaux dans la santé, l'énergie, l'industrie, la consommation, et parce que tout simplement, bah, je suis européen. Donc j'ai envie aussi, voilà, d'investir, là où j'habite et de là où je viens. Et aussi parce que ces 2 zones ne réagissent toujours pas de la même manière aux crises. Quand l'une chute, l'autre peut résister. Voilà. Et donc c'est important d'avoir déjà, une diversification géographique. Alors les pays émergents, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop parce qu'il y a pas assez de rendement, c'est trop instable. Mais voilà, à voir, à l'avenir, pourquoi pas. Passons à l'étape suivante. Ensuite, nous allons voir les secteurs d'activité, ce qui va nous permettre après de choisir, plus précisément les entreprises ou le produit. Dans la bourse, il y a 3 grandes familles. Vous allez avoir les secteurs cycliques qui dépendent, fortement du moral de l'économie. Quand tout va bien, ça monte vite, mais quand ça va mal, ça plonge très, très fort. Vous allez retrouver, les services financiers, banque, assurance, la consommation cyclique, luxe, Hermès, LVMH, par exemple, l'immobilier, les matériaux de base, matériaux de construction. Le deuxième secteur qui va être, qualifié de légèrement cyclique, il est moins extrême. Il monte avec l'économie, mais reste plus régulier. On va dire, il est plus équilibré. Vous allez avoir la technologie, la communication, l'industrie et l'énergie. Et puis, le secteur qualifié de défensif. Pourquoi ce nom? Parce que même en crise, ce secteur est théoriquement plus résistant. Pourquoi? Ben les gens, même si c'est la crise, ils continuent de manger, de se soigner, de s'éclairer. Donc vous allez retrouver tout ce qui est lié à la santé, à la consommation défensive, aux services, publics. Évidemment, suivant ces secteurs, vous avez un rendement qui est différent parce que le risque est différent. Le secteur défensif, comme il est plus résilient, bah, souvent il offre moins de croissance. Donc le but ici, c'est d'avoir des entreprises qui, soient réparties sur ces différents, secteurs pour mieux encaisser si jamais il y a une grosse crise. Et c'est pour aussi être conscient qu'il faut essayer de diversifier. Si vous mettez, tout, une entreprise, une seule, cyclique et uniquement en France, bah, si ça se casse la gueule, votre portefeuille, il est mort, quoi. Donc c'est pour sensibiliser, essayer de diversifier géographiquement, essayer de diversifier entre les différents secteurs offensifs, défensifs, mais après, ce n'est pas une obligation. Vous n'allez pas prendre, par exemple, dans votre portefeuille, vous n'avez pas de société de secteur défensif et vous allez prendre une société X qui est, pourrie, qui est éclatée au sol, sous prétexte que c'est de la santé. Non, il faut quand même rester, raisonnable. C'est bien d'avoir du défensif, voyez? Mais il faut que ce soit quand même une bonne société, une société, solide. Donc là, c'est plutôt une inspiration. Maintenant, nous allons voir comment nous allons réaliser toute cette stratégie que je vous expliquais concrètement. Comment, qu'est-ce que nous allons acheter et comment? Alors pour résumer la stratégie, j'ai, choisi le produit actions et ETF sur les États-Unis, l'Europe et je veux diversifier les activités. Concrètement, comment je vais réaliser cela? Quel produit? Eh bien, je vais prendre 30 d'un ETF SP500. Donc sur mon portefeuille, ce sera 30 consacré à l'ETF SP500. Pourquoi? Bon, les États-Unis, je connais pas plus que ce que je vois à la télé, et les produits qu'on utilise tous, Microsoft, Google, Apple.
Alors plutôt de me casser la tête, j'ai choisi, la simplicité et l'efficacité, le bon vieux SP500, la base. Je prends directement une part sur les 500 plus grosses entreprises. J'ai pas besoin de les suivre individuellement. Historiquement, le SP500, c'est la meilleure performance à long terme, heu, peut-être dépassé par le Nasdaq. Et voilà, je suis pas fou, j'y vais progressivement. On commence avec 30 de mon portefeuille et on verra plus tard, voilà, si j'augmente, cela, quoi. Ça, c'est ma stratégie. Après, il y en a tout un tas d'autres, ça dépend de vos objectifs et cetera. Ensuite, pour, l'Europe, donc les 70 du ou 70 pour les Français, excusez-moi, les 70 du portefeuille, je vais prendre des actions européennes une par une. Alors pourquoi pas un ETF Europe? Voilà, je me suis posé la question, ça peut être aussi quelque chose de bien. Vous avez le stock 600 pour les 600 plus grosses entreprises, le stock 50, les 50, MSCI Europe, enfin vous en avez plein. Mais j'ai un petit peu envie de comment? D'être un peu passionné, vous voyez? De fouiller, de comprendre une société. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle va se développer? Donc j'ai envie en fait d'essayer de m'instruire. Après, bah, si j'arrive pas, j'irai peut-être vers, la simplicité en ETF. Et puis l'Europe, bon, je connais, j'y vis, mais j'ai aussi visité 25 pays, de l'est à l'ouest, du plus, à l'ouest, Portugal, jusqu'à Moscou. Donc ça me parle plus, de choisir des sociétés. Après aussi, c'est un peu plus compliqué que les États-Unis. Les États-Unis vont avoir une stratégie financière. C'est un seul pays, même si c'est un État fédéral, c'est un seul pays. En Europe, toutes les économies ne se valent pas. Aujourd'hui, les pays, qui étaient un peu les locomotives, les pays, les plus riches comme la France, l'Allemagne, bah, c'est un petit peu difficile entre la dette, la fiscalité, pas de croissance. Mais aussi il y a des poches de croissance. Heu, Regardez notamment par exemple en Pologne ou Bulgarie. En Bulgarie, il y a pas de bourse. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais par contre, il y a des grosses, grosses boîtes solides en Europe. Après, je vous dis, bon, la France est un petit peu, voilà, un petit peu, embourbée dans les dettes et cetera. C'est pas ouf, mais c'est pas pour ça que je vais pas prendre l'entreprise française. Vous voyez, je vais par contre, au vu de la situation économique, politique, je vais prendre des entreprises françaises qui sont pas 100 en France. Si, peut-être 10-15. Vous voyez? Parce qu'il y a quand même des gros, gros leaders, des grosses entreprises mondiales en Europe, hein. Le VMH, c'est français, ASML pour les semi-conducteurs, c'est néerlandais, SAP pour ceux qui connaissent, dans leur boîte, c'est allemand. Avec tout ça, on botte largement les fesses des cow-boys sans problème. Mais il y a beaucoup d'instabilité, politique, beaucoup de réglementation et c'est très lourd. Donc ce que je vais chercher en type de société sont des sociétés européennes rentables, qui ont une croissance, qui sont très, très, très solides financièrement, qui vont pas se casser la gueule demain, qui sont présentes aussi sur les marchés en développement et surtout si c'est des sociétés qui vendent, aux États-Unis, vu le contexte actuel avec Donald, qui est en pleine crise de puberté, qui change tous les jours, je vais vérifier si ces sociétés européennes qui ont, par exemple, un chiffre d'affaires important aux États-Unis, est-ce qu'elles ont une usine ou une filiale aux États-Unis? Comme ça va, minimiser, limiter, les crises de Donald, notamment sur, les taxes. Maintenant, nous avons établi la stratégie, nous avons choisi concrètement les produits. Je vais vous montrer maintenant comment on l'achète, comment on achète ça. Alors, je vous explique rapidement les 2 premières étapes et la suite, on le fera sur un cas pratique, sur mon compte, titre. Donc première étape, ouvrir un compte titre ordinaire, CTO, via votre banque si elle le permet ou via un courtier, broker en ligne. Bon, j'en ai mis quelques-uns, vous voyez sur, la droite. Surtout quand vous choisissez, comparez bien, les frais et la taille du, catalogue, si je peux appeler ça comme ça. Et pour la France, vous avez un produit vraiment extraordinaire, le PEA, très, très avantageux fiscalement pour, si vous êtes placé sur les actions françaises, européennes, avec un petit bémol pour les européennes, quand c'est les dividendes. Vraiment vérifiez bien parce qu'il y a une taxation sur le pays d'origine
et plus la taxation française, donc à vérifier. Une fois que vous avez votre, compte titre, vous l'alimentez, vous faites un versement et à partir de là, vous pouvez acheter. Donc on va le voir directement sur un exemple, concret. Voilà, je vais montrer comment acheter concrètement. Donc vous avez choisi votre courtier broker en ligne. Bon, moi le mien c'est, Bolero. Je pense c'est un peu plus, spécifique pour, la Belgique. Je vais acheter par exemple du Total Énergie. Donc on va chercher action, Total, Énergie. Voilà, Total Énergie, Paris, sur la bourse de Paris. Bon là, c'est une présentation de l'entreprise, je vais revenir là-dessus au chapitre suivant. Donc là, vous avez toujours un bouton acheter ou vendre. N'importe quel broker, c'est le même principe, hein. Je vais cliquer acheter. L'action, bon là, j'ai que achat parce que je n'ai pas d'action de Total, donc je ne peux pas en vendre. Mais sinon, vous pouvez acheter, vendre, c'est le même principe. Je vais dire, je vais en acheter 10. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est déterminer le type d'ordre. Alors, vous avez l'ordre au marché. Ça veut dire qu'il va acheter à ce prix-là, 53,15. Ou bien vous avez l'ordre limite et là, vous allez dire, par exemple, je veux l'acheter à 52 €. Vous voyez, ici, le prix s'adapte, à chaque fois. Donc là, vous partez à la salle de sport, travailler, ce que vous voulez, à la piscine et si jamais pendant ce temps-là, avec tout votre, PC éteint, broker éteint, si ça passe en dessous, bah, alors, aux 52 €, il fera l'achat. Voilà. Donc vous programmez, en fait, un achat au cas où la valeur est atteinte et après c'est pareil pour la vente, hein. Vous pouvez dire, si ça atteint telle valeur, vends. Voilà, ça permet de mettre des sécurités pour pas que ça aille trop bas, par exemple, quoi. Voilà. Donc là, je vais mettre, par exemple, ordre au marché. Hop, là, c'est recalculé. Suivant, vérifie bien toute l'histoire des taxes. Vous voyez, il y en a pas mal. Ici, il y a les frais de courtage de Boléro. Alors ça varie, suivant le pays, suivant le volume. La taxe française et la taxe, belge. Alors la petite astuce sur Boléro, enfin le petit avantage que je trouve plutôt, sympathique, si je peux dire ça comme ça, parce que bon, être, tout le temps taxé, c'est jamais, sympa, on va dire. Mais, la taxe belge, la TOB, elle est directement calculée et vous la payez direct. Vous voyez? Si jamais votre, courtier ne fait pas ça, vous allez devoir la déclarer dans vos déclarations annuelles. Voilà, je trouve ça plus facile. Vous confirmez, nous on a un petit service qui s'appelle It's Me pour se loguer et c'est acheté. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça et ensuite l'action vous la retrouvez, dans, votre ligne de portefeuille, ici. OK? Maintenant je vais vous montrer, puisqu'on est là, mon portefeuille, en détail et un petit peu, ce qui s'est passé depuis, le début. Alors le plus intéressant, mon portefeuille. Donc ce portefeuille-là, c'est 2 lignes ici, je les ai ouverts il y a 1 mois, mais j'ai commencé à investir il y a à peu près 3 mois et je me suis fait éclater la gueule. Je me suis ramassé une gamelle énorme. Je vais vous montrer la performance. Ici, il n'y a rien à cacher, c'est du vrai portefeuille, du réel. Elle est où? Elle est ici. Vous voyez sur, 2 850 plus ou moins, bah, j'ai perdu 550. Pourquoi au début j'ai fait vraiment, n'importe quoi? Excusez-moi, j'ai une attaque de moucheron en direct live. Au début, j'ai fait vraiment, n'importe quoi. Je me suis dit: «Voilà, c'est facile, je vais faire, comme font les autres», ou alors on fait des copier-coller de portefeuilles qu'on voit sur YouTube. On écoute les marchands de rêve, oui, voilà, tu mets, 10 € par jour et puis dans, 40 ans, tu as 3 millions. Voilà, des conneries comme ça, mais la réalité est bien différente et d'ailleurs, voilà, il y a des très bons youtubeurs. Peut-être je ferai une tier list, plus tard qui donne des très bons renseignements. Il y en a d'autres, bon, voilà quoi. Surtout ceux-là, ils ne montrent jamais leur portefeuille. Vous voyez, ils vont montrer des Excel, des je sais pas quoi, des simulations, mais on ne sait jamais vraiment ce qu'ils font, quoi. Donc faites attention à tout ça. Le mieux, c'est vous pouvez tout regarder. Après, prenez du recul et surtout, essayez de vous former. Moi, j'ai lu 2 bouquins, sur l'histoire de la bourse, la terminologie, comment ça fonctionne et un autre spécifique sur, les comptes de résultats. Pour, analyser les fondamentaux financiers d'une entreprise pour savoir si c'est,
une entreprise de qualité. Donc voilà, après, oui, ça fait mal, mais je considère qu'en fait, que c'est comme si j'avais payé, une formation. Voilà. Et vous voyez qu'au début, donc, si on prend la performance depuis le début, j'étais à -30 avec ces erreurs et à un moment, j'ai pété les plombs, j'ai tout revendu à perte, hein. Voilà, pour commencer de zéro. Donc j'étais à -30, les autres, +11, +14, donc vous voyez, il y a un écart de 40, de -40 en fait avec les performances de SP500, de l'Eurostoxx. Décidément là, je me suis fait attaquer par un moucheron là. Mais on continue, c'est du faux live, mais on continue et sur le dernier mois, ça a remonté. Mais c'est avec mon nouveau portefeuille évidemment. C'est un peu plus mieux, comme on dit. Vous voyez que là, l'écart, on va dire, c'est du 15 avec, les indices, mondiaux, US et Europe. Donc là, -40, là, du -15, donc on remonte. C'est pas encore la remontada, mais on va y arriver. Donc mon portefeuille, comment il se répartit? Une ligne, SP, 500 comme j'ai dit dans ma stratégie, voilà 25, 25-30 et une ligne sur, des actions. Là, j'en ai pris qu'une, on va voir le détail. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le SP500. Pourquoi celui-ci? Eh bien, quand vous prenez un ETF, je pourrais faire peut-être une vidéo complète sur les ETF. Heu, Ici, ce que j'aime bien regarder, c'est la performance sur 10 ans. Bon, celui-là, il est plus jeune, il est de 2023. Donc vous voyez sur, allez, un peu moins de 5 ans, il est à plus de 10 par an, quoi. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse ici, c'est, bon, pas forcément le prix, mais celui-là, il est très accessible, à 13 €. C'est quand même pas mal. Vous voyez, il faut pas forcément avoir des milliers d'euros pour investir. Vous pouvez, commencer petit. Voilà, après, c'est pas parce que le prix est petit que c'est pas bien, mais des fois, c'est petit, c'est pas bien. Donc voilà, il faut un peu tout vérifier. Ici, l'ETF, ce qu'il faut, vérifier, c'est, le type, s'il est physique ou capitalisant. Physique, ça veut dire ce sont les vraies actions, donc vous allez retrouver, dans la répartition des actifs. Regardez, comme on a vu tout à l'heure, le cyclique, légèrement cyclique, le défensif. Là, vous allez retrouver la composition, enfin du moins les 10 premières du SP500. Voilà, je vous laisse, 3 secondes pour regarder les noms, vous les connaissez tous et ce qui est très important dans les ETF, ce sont les frais. Et pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce qu'il a le moins de frais. Il est à peu près à, 0 en coût de transaction et à 0,03, vous voyez ici, en frais administratifs annuels. C'est le moins cher du moins cher. Donc faites attention aux frais. Il y a des variations très importantes suivant les ETF, surtout pour des ETF sectoriels. L'ETF, je sais pas, hydrogène, ça peut monter vite, à 0,50. Donc attention, ça peut, c'est 0,50 sous votre performance, c'est énorme. Voilà, là j'ai mon ETF, États-Unis, je sais pas si on voit ici la répartition par, États-Unis. Non, ça j'ai déjà montré, donc c'est les 10 premiers et les secteurs, c'est un peu là. Évidemment, bah, c'est assez, fort sur la tech, c'est ce qui marche dans les 500 premières entreprises. Maintenant vous avez le Nasdaq où vous avez pas de services financiers, c'est encore plus élevé sur la tech, par exemple. Ma deuxième ligne, c'est l'action Air Liquide. Pourquoi Air Liquide? Je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus, une fiche, parce qu'en fait, elle est sur plusieurs, ça touche plusieurs secteurs d'activité de l'industrie à la santé, donc ça, j'aime bien. Elle est bien répartie géographiquement, elle a que 12 en France et ça, c'est l'action de bon père de famille, quoi, hein. Vous voyez? Qu'on transmet de père en fils. Elle existe depuis, je crois plus de 100 ans et voilà, si vous voyez sur les 10 dernières années, elle fait du 120, ça veut dire du voilà, presque du 12 par an. OK. Dividende, c'est un petit dividende, mais pour moi, le dividende, c'est pas très, très important. Ce que je vais regarder dans une action, encore une fois, je ferai un document spécial,
c'est est-ce qu'elle est solide? J'aime bien qu'il y ait une belle courbe comme ça et vous voyez ça varie, hein, c'est pas, une ligne droite, hein. Ça monte, ça descend. J'aime bien quand elle a un chiffre d'affaires qui est croissant. J'aime bien qu'elle a le cash flow, c'est-à-dire, l'argent qui reste dans les caisses après avoir tout payé, le liquide, il progresse. J'aime bien quand, elle a son bénéfice par action qui augmente. Bon, le dividende, encore une fois, c'est pas ma stratégie, mais il augmente aussi, donc voilà, c'est un petit plus. J'aime bien quand elle a pas trop de dettes, quand ça, c'est bien, bien inférieur à 1 ou c'est inférieur à 3. Là, il y a un petit problème d'affichage. J'aime bien quand elle bon un bon retour sur, la les capitaux, ROE, donc ça, c'est bon pour nous les actionnaires. J'aime bien quand une belle marge nette supérieure à 10 et j'aime bien qu'il y ait une marge brute supérieure à 60. Ça veut dire qu'en fait, elle, elle peut avoir un avantage sur les autres sociétés, hein. Ça veut dire qu'elle met un peu les prix qu'elle veut entre guillemets, soit elle a un avantage, de structure, soit un avantage par rapport à un produit. Donc voilà, c'est ça que je regarde, voilà, résumé en 1 minute, dans les sociétés. Mon portefeuille, j'ai 10 actions Air Liquide, une action ça tape quand même, hein, c'est 176. Pourquoi j'en ai pris 10? J'en ai pris 10 d'un coup. C'est parce qu'avec Air Liquide, vous avez un petit bonus si vous détenez, si vous avez 10 actions, détenues avant fin 2025 et que vous les gardez pendant 2 ans, en 2026-2027, en 2028, vous allez avoir une action gratuite et 10 de dividendes en plus. Alors, il ne faut pas acheter Air Liquide pour ça, mais ça fait plaisir quand même. Une action gratuite, ça vous baissez votre, prix d'achat moyen. Là, vous voyez que j'ai un petit rendement positif sur le SP500 et j'ai un petit rendement négatif sur le Air Liquide parce qu'il a un petit peu baissé par rapport, à ce que je l'avais acheté. Mais n'oubliez pas, ce prix d'achat, en fait, c'est le prix de l'action plus tous les frais. Ça veut dire ici, là, à peu près, j'ai perdu 4 € par action et dès le départ, c'est rouge parce qu'en fait, vous serez toujours au-dessus du cours avec les frais et on va attendre et puis, on va je mets aussi une petite watchlist avec, des produits qui m'intéressent, que j'aimerais acheter. Par exemple, là, on est sur la Norvège, la Pologne, l'Allemagne. Je vais prendre par exemple, Deutsche Post. Deutsche Post, bon, c'est pas enfin si, c'est aussi les courriers, mais c'est surtout DHL pour le e-commerce. Vous voyez? Donc voilà, ça, c'est des choses qui m'intéressent. Je mets aussi, une liste plus large à surveiller. Voilà. On va dire que c'est pas celle que je vais acheter en premier, mais si la situation change, ça pourrait m'intéresser. Voilà et en dernier, je mets un petit benchmark pardon, entre guillemets, c'est pour surveiller, l'évolution là sur mon broker directement, c'est un peu plus facile. L'évolution du Nasdaq, du SP500, donc des ETF sur les grands marchés et les 2 sur l'Europe. Voilà, vous avez tout vu. Voilà, c'était ma première vidéo de ma chaîne, un petit peu longue, je l'avoue, mais je voulais vraiment vous montrer de A à Z tout le process, jusqu'à aujourd'hui et partager, mes erreurs et un petit peu, voilà, comment j'avais raisonné. Voilà, j'espère que vous avez, aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines sorties, normalement d'ici 15 jours. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler encore 3 points importants un peu pour, la conclusion de la vidéo. Premièrement, n'investissez que l'argent que vous pouvez laisser dormir, que vous n'avez pas besoin. Ne vous mettez pas dans des situations impossibles, de pas manger la viande pour pouvoir investir, des choses comme ça. Il y a d'autres priorités. Comme je dis, si à la fin vous avez de la disponibilité financière pour investir, bah, essayez. Vous avez vu, il y a des produits qui sont pas très chers. Le SP500, voilà, à 13 €, vous pouvez commencer petit à petit. Deuxième point, c'est qu'il faut maîtriser vos émotions. Voilà, moi je suis originaire un peu sud de la France, j'ai du sang espagnol, donc voilà, ça m'arrive de péter les plombs. Je l'ai fait au début, maintenant je suis calme, mais vraiment il faut maîtriser ses émotions, ne pas avoir peur quand ça descend, tout vendre, vous mettez des limites
et pas non plus s'emballer quand ça monte trop haut. C'est un investissement à long terme, il faut être patient, c'est vraiment notre meilleur ami, c'est le temps. Au départ, prenez des sociétés solides, donc formez-vous. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo sur les 2 livres que j'ai lus. C'est très, très important et après, très simple, essayez de comprendre ce que vous achetez. Voilà, moi, Air Liquide, je comprends. Je travaille dans l'industrie, il y avait des réservoirs Air Liquide. N'allez pas, acheter quelque chose, vous savez pas ce que c'est. Oui, une application pour, louer des vélos électriques en Thaïlande. Ouais, bon, peut-être c'est bien, mais est-ce que vous êtes allé en Thaïlande? Est-ce que vous savez, le marché? Enfin, j'en sais rien, quoi. Vous voyez? Ou des trucs, je sais pas, des ETF hydrogène, des ETF, j'en sais rien, quoi. Restez sur des choses que vous comprenez. C'est déjà un très bon moyen de ne pas faire, des grosses erreurs. Voilà, je vous embête plus. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. N'oubliez pas, petit like, abonnement, ça me ferait plaisir. À bientôt, merci, au revoir.